Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Et c'est bien que tu parles aussi de Bonaventure parce qu'il y a quand même eu une très grosse aventure avec lui. Et voilà, si tu peux aussi nous parler de ça, des choses que tu as apprises pendant ce moment-là. Ah oui. En fait, quand tu regardes mon parcours, c'est vraiment, je vois ça comme une chaîne, tu vois, c'est comme une sorte de spirale comme ça. C'est que je rencontre tel qui m'amène à tel, qui m'amène à tel. Donc, Bonaventure, je suis au courant de sa vie contemporaine quand je suis à Casablanca pour faire cette première résidence professionnelle à Madrasa, voilà. Il y a deux personnes qui travaillent là-bas, Lin Han, elle était d'ailleurs là, et une autre, je ne me rappelle plus le nom, qui présente le projet Sa vie. Et ils disent, c'est un Camerounais, Bonaventure, qui fait ça. Je dis, oh, waouh, un projet intéressant. Donc, quand il est invité au Ravi, je ne sais plus de quelle année, 2014, je le vois, tu sais comment nous on est, quand on dit grosse figure. Ouais. Tu as peur, tu ne sais pas s'il faut lui parler et tout. Yes. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allée lui parler. Je dis, bonjour, je suis juste intéressée à l'art. J'ai appris votre projet à travers tel, dans cet espace. Il me dit, oh, ok. On commence à se suivre sur Internet. Ouais. Très sympa, ouvert, vraiment facile de communication. Donc moi, je commence à suivre son travail. Et c'est comme ça, quand je fais le salon Urbain de Douala, Jean-David Cotte est en train de travailler sur son œuvre, les non-dits, les dits et les non-dits. Et il veut produire un journal. Et le journal devrait inviter des personnes à écrire des textes. C'est comme ça qu'avec Marilyn, on lui propose Bonaventure, parce que Bonaventure avait produit beaucoup de choses autour des questions de décolonisation, des questions de langage, du pidgin, avec, comment il s'appelle, la pyro de Mbanga. Donc on se dit, ok, c'est peut-être une personne intéressante à produire son travail. C'est comme ça qu'on l'invite et je suis en contact avec lui pour le processus de cette collaboration-là. Et on l'invite aussi pour le programme public. Et quand il vient, il me dit, oh, je voudrais que tu me fasses le tour des œuvres à la fin de son séjour. Donc, on prend une journée, je lui fais le tour, je lui parle des œuvres. Et il rentre, il fait un post sur Facebook avec moi, comment il était, comment dire, impressionné par ma visite. Je suis étonnée, en fait, c'est ça. Wow, en fait, la façon à laquelle il parlait de moi... Tu sais, parfois, il faut des gens qui te permettent aussi de gagner un peu de confiance en toi. Ouais. Et de voir aussi la valeur de ce que tu fais. Donc, c'est comme ça disons que le lien s'est créé. Et quand je suis aux Pays-Bas, il a pris comme directeur artistique de Sonsbeek, qui est l'un des grands projets en Europe sur, bref, des grandes manifestations européennes comme Documenta et tout. Et un jour comme ça, il m'envoie un mail pour me dire « Hey, je t'invite à me rencontrer à tel niveau parce que je voudrais que tu rejoignes l'équipe curatoriale. » Pour moi, c'est fantastique. Qui suis-je? Je suis... Vous dites non. Oh, qui suis-je? Je vous dis, voilà. Et quand j'arrive en Europe, je sais aussi, j'apprends combien sa vie contemporaine et le travail que Bonaventure fait depuis, je crois, 2012 est central. Vraiment, c'est... Pour moi, ce que sa vie fait, c'est ce que l'art devrait faire. Tu vois, c'est penser les formes d'art différemment. Et vraiment, Bonaventure, c'est mon mentor aujourd'hui. C'est la personne avec qui je regarde. Et franchement, ça a été une expérience vraiment fantastique. Même si ça fait 1 mois qu'on a quitté l'aventure, toute l'équipe curatoriale, on a écrit une lettre de démission. Oui, pour Sonsbeek. Pourtant, on devait faire l'édition 2024, mais ça a vraiment été une expérience magnifique de travailler avec une quarantaine d'artistes célèbres, avec des pratiques vraiment intéressantes qui vont de la performance à l'installation, de la sculpture. Et c'est vraiment un gros projet. Tu vois les possibilités qui sont
qui te sont offertes. Vraiment, l'argent est bien. Mais dis-moi, tu as aiguisé ma curiosité. Pourquoi démissionner? Ah, en fait, on avait des plaintes par rapport à l'institution sur des questions de contrat de travail, par exemple. C'était très précaire. Nos contrats étaient tout le temps renouvelés. Il y a aussi certains abus racistes, sexistes qu'on a vécu pendant notre expérience. Mais aussi le fait que l'institution ne prenait pas en compte nos différentes plaintes, qui se plaignent qu'il n'y ait pas de l'argent pendant qu'ils font d'autres choses qui ne sont pas importantes et qui disent qu'ils ne peuvent pas nous payer pendant que d'autres personnes sont recrutées et sont payées. Donc c'était un peu ça. On l'a supporté pendant plusieurs mois, mais on était arrivé à un moment où on se disait ok, là ça suffit et basta. Et aujourd'hui, tu fais partie du jury de la Biennale de Bamako 2022. Qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose à quoi tu t'attendais ou bien quand je dis s'attendre, c'est dire ouais bon c'est normal que je sois juré, tu vois, sois juré, c'est voilà. Mais comment ça se fait ce genre de choses là? Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais mon caractère fait que je ne sois pas... Souvent, je ne sais pas, peut-être c'est une bonne chose, mais je ne suis pas impressionnée par ces choses. J'essaie d'être dans le présent et de faire le travail qu'on me demande. Mais c'est souvent ce que j'entends des autres. Comme quand je te vois parler, tu dis prix de la jury de la Biennale, c'est là que c'est important. Tu vois, ce sont les gens qui me font réaliser qu'il y a des choses que je fais qui sont importantes. Mais pour moi, je suis très honorée déjà d'être aux côtés de Amal, Kwesi, Anne-Marie Niemsi. C'est une bonne chose et de découvrir le travail de certains artistes que je ne connaissais pas, de prendre la décision, c'est une grande responsabilité de dire qui va être pris de quoi. Mais je suis très contente et c'est ma deuxième fois à Bamako et ma deuxième biennale. C'est un honneur. Ouais, j'imagine. Mais quel regard tu poses sur cette biennale, justement, sur cette édition? Toi qui viens déjà pour la deuxième fois, comment tu as trouvé les propositions déjà? J'ai trouvé les propositions très variées. Déjà je sais pas, je me rappelle pas si l'année dernière j'avais vu des vidéos. Peut-être. Oui, il y en avait. Ouais, seulement parce que j'avais pas visité tous les je crois le deuxième prix, je crois une Nigériane avait exposé une vidéo. Elle avait fait une installation. Oui, même le premier prix, non, c'était qui Abou Nidal. Bref, désolée si j'ai mal prononcé le nom. Mais oui, il y avait des vidéos. J'ai trouvé que les propositions étaient très diverses et pour moi, c'est très intéressant qu'on ait des artistes qui ne sont pas forcément des photographes traditionnels. Et on le voit même dans les prix que nous avons décernés. Ce n'est pas tous des gens qui sont des photographes traditionnels. Et pour moi, la proposition curatoriale, c'était vraiment ça. La question de multiplicité et comment penser et déconstruire la photographie. Des sujets très intéressants, des gens qui travaillent avec les archives, de déconstruire même l'espace photo, tu vois. Il y a des gens qui ne font pas forcément des captures, mais qui vont utiliser des images déjà existantes pour produire des photos. Et pour moi, c'est vraiment très intéressant. Et même les processus de création, par exemple, Oulé, qui est un artiste brésilien qui présente des photos qu'il a faites à partir d'un hélicoptère qu'il a dû louer en 1 heure. Ce sont des processus assez intéressants et aussi de voir cette diversité-là. Pour moi, c'est intéressant que la Biennale prend ce monde africain au lieu de dire Afrique, tu vois. On a beaucoup de gens de la diaspora cette année, beaucoup. Vraiment, je dirais même à 90%. Oui, tout à fait. Mais ce qui est bizarre, c'est que je ne sais pas s'il y a une réelle médiation dans ce sens-là, parce qu'il y a beaucoup de photographes, que ce soit locaux ou même d'autres collègues photographes africains qui se plaignent de ça, mais est-ce devenu encore une autre proposition
comment je vais dire, du Nord, vers le Grand Sud, tu vois. Je me dis qu'il faudrait qu'il y ait une vraie médiation vraiment expliquée où la Biennale est en train d'aller. Moi, je trouve que c'est magnifique, vraiment, d'avoir cet ailleurs-là, mais qui parle de l'Afrique et ou qui a un certain regard sur l'Afrique. Oui, parce que je pense, en fait, souvent, le danger c'est trop de se refermer sur soi. Et honnêtement, quand on regarde les travaux qui sont les contenus même des travaux qui sont présentés, ce n'est pas forcément un regard du Nord qui vient dans le Sud, tu vois. Et je trouve important qu'utiliser le terme monde africain, African World, que Afrique est très intéressant parce que les gens ne savent pas que l'Afrique s'étend au-delà des bords du continent. On a nos frères qui sont en Sierra Leone, tout ça ce sont des gens d'Afrique. Au Brésil, les gens qui sont à Salvador de Bahia, tout ça ce sont Et pour moi c'est intéressant que la Biennale commence à déconstruire des questions de frontières et des sujets et en ayant ces œuvres, on a la preuve que nous sommes connectés parce que ce sont des sujets qui nous parlent. La question de colonisation qui est encore contemporaine. J'ai été par exemple voir un projet initié par Fatoumata Diabaté avec une institution cubaine, je crois bien. Et on a fait venir une artiste qui a fait une très belle série, vraiment. C'était exposé dans un restaurant, je ne sais plus lequel. C'était la question liée aux poupées. Paraît-il, chez eux, là-bas à Cuba, quand les parents allaient travailler, ils laissaient à leurs enfants des poupées noires, tu vois. En fait, pour ce qui concerne les esclaves, c'est ce qu'ils laissaient à leurs enfants pour s'occuper, jouer, etc. Et elle a fait ces poupées là-bas. Elle est venue ici avec. Il est question qu'elle montre aux femmes d'ici comment on fabrique ces poupées, qu'elle en fabrique pour qu'elle ramène à Cuba et partage à la communauté. Wow. Tu vois, moi j'ai trouvé ça magnifique comme projet et je te rejoins complètement quand tu dis il serait bien que les gens comprennent que il s'agit des Afriques, c'est plus qu'une seule Afrique, c'est pas que... Ça n'a même jamais été... Voilà. C'est que c'est nos politiques aujourd'hui. Ouais. Notre histoire est large. Notre histoire est large. Moi, récemment, quand on a fait l'exposition au Stedelijk Museum avec le travail de Abdias Nascimento, qui était un artiste, activiste aussi panafricaniste brésilien, qui a tout un travail sur les formes de spiritualité qui s'inspirent des Yoruba au Nigeria et aussi des pratiques spirituelles au Bénin. Tu te rends compte qu'il y a plein d'espaces traditionnels brésiliens qui trouvent leur source, leur origine en Afrique. Et franchement, pour avoir rencontré des gens qui viennent d'ailleurs, on gagnerait tout à ouvrir la question de savoir hors l'Afrique, parce que l'Afrique, nous ne sommes pas les seuls qui font beaucoup de choses. Il y a des sonorités qui se sont retrouvées en Amérique du Sud. Et qui ont été même mieux conservés que ce qui se trouve sur le continent. Exactement. Parce qu'eux, ils savaient que c'est tout ce qu'ils ont. C'est-à-dire nos ancêtres qui sont partis dans l'esclavage, ils savaient que c'est tout ce qu'ils ont. Voilà. Et ils ont super bien conservé ça, que nous sur le continent où voilà, à la rencontre de l'islam, du christianisme, on a tout jeté. Et vraiment, c'est l'impression, ça a renforcé en tout cas cette certitude chez moi en visitant surtout l'exposition dans au musée national. Ouais, j'ai vraiment ressenti. Et c'est vraiment important dans le sens où ça crée aussi des liens. Et je crois que Bamako, c'est vraiment l'espace. Autre chose que on devrait être en beaucoup de gratitude que ça s'est passé. Ouais. Et bien sûr qu'on peut avoir des critiques sur la médiation. Ça aurait été bien que les contenus des œuvres soient plus médiés vers les publics. Tout à fait. Mais c'est déjà beaucoup de chances que cette édition s'est passée. Et aussi Bamako en termes symboliques, il faut savoir que beaucoup de traditions, de sonorités
Par exemple, on dit la naissance du blues. Ça vient de la musique du Mali. Donc, je crois que c'est aussi très symbolique pour beaucoup de ces personnes-là d'être là. Ici, et vivre ça. Et vivre ça. Bah, écoute, Aude, j'aimerais qu'on revienne à quelque chose de très, comment dire, qui rentre dans ton domaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a toute cette expérience que tu as du commissariat ou d'un certain commissariat vers lequel tu tends. La question est la suivante. Aujourd'hui, pour toi, Aude Christelle Mba, curater une exposition, c'est quoi? Quelles sont les étapes que toi tu suis quand il est question de curater une exposition ou un événement, je sais pas, voilà. Quelles sont les étapes que toi tu suis? Pour moi, d'abord, je crois qu'il est important de dire, pour moi, l'exposition, c'est comme quelqu'un qui écrit une dissertation. Donc, c'est une proposition d'opinion. C'est une proposition d'argument. C'est une proposition d'idées. Donc, pour moi, je vois d'abord ça comme ça. C'est un espace. C'est comme quelqu'un qui prend un livre. C'est comme quelqu'un qui prend du papier, produit un livre, par exemple. Donc, c'est comme ça que je le vois. Et parce que je le vois comme ça, je pense que toute la partie de je veux faire une exposition où tu es invité, où je suis invitée à faire une exposition, où je veux faire une exposition, devrait considérer tout cet aspect-là, cet aspect de je propose une opinion et j'ouvre, c'est pas que j'impose mon regard, tu vois, j'ouvre la discussion, je propose mon opinion et j'ouvre la discussion à tout le monde. C'est pour ça que je pense de programme public, c'est très important. Donc, en général, de façon pratique, déjà, j'essaie aujourd'hui le plus possible de ne plus être dans des espaces de production, comment dire, parce que le capitalisme a influencé toutes nos manières de faire. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ta pratique artistique, Yvon. Peut-être que je t'ai jamais dit ça. Mais cet aspect recherche dans ton travail, tu vois, c'est que tu donnes du temps, tu vas dans les espaces, tu te poses, parfois tu ne produis pas, tu es juste là pour écouter, pour regarder, pour te nourrir de l'espace, pour te nourrir des rencontres et des échanges avec les gens. Et je pense que c'est vraiment, les gens devraient donner plus de temps à la production d'expositions, produit par d'expositions. Moi, je vois les gens, franchement, produire seulement pour produire, parce qu'il faut qu'on fasse l'expo. On a vu le travail de tel a fait, il faut qu'on produise, tu vois. Ou on m'a invité, il faut que je produise des œuvres pour cette expo-là. Mais est-ce qu'il y a toute une préparation à... Je suis en train de donner, je crois que c'est une offrande de la part de l'artiste que de la part du curateur. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'offrir du temps à toutes les expositions que je vais produire. Voilà. Et que ce soit la scénographie, que ce soit l'éclairage, que ce soit le programme public, tout se pense dès le départ de l'idée « je vais produire une expo ». Je ne pense pas le programme public à la fin. Et je pense la scénographie en relation avec le projet. C'est de dire, par exemple, si l'exposition, c'est, je ne sais pas moi, les politiques, comment est-ce que cette question de politique sera reflétée dans la scénographie? Parce que la scénographie, c'est une expérience. Comment est-ce que tu veux que les gens comprennent? C'est comme quand tu écris ton argument dans ta dissertation, tu poses les mots d'une certaine façon pour te faire comprendre. Donc, ce sont tous ces aspects-là auxquels je pense. Et c'est aussi beaucoup de lecture par rapport parce qu'il faut décortiquer, déconstruire le thème de l'expo, le travail de l'artiste. C'est beaucoup de conversations avec les artistes. C'est beaucoup avec l'artiste ou les artistes qui vont faire partie de l'expo. C'est regarder le travail, c'est s'asseoir de temps en temps à côté de juste les voir travailler, tu vois. C'est aller dans leurs travaux d'avant, avant ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est vraiment un travail de beaucoup d'écoute. Pour moi, écouter, c'est au centre de tout. En tout cas, moi,
Ça me flatte quand tu dis que tu aimes bien ce que je fais. Bien sûr. Je peux te flatter. Même si je fais souvent la machette. Non, mais on a besoin, tu sais. Moi, j'ai toujours été friand de critiques. Parce que je suis peut-être l'un des rares pays sur lesquels on parle très peu du travail que je fais. Parce qu'il n'y a pas, si on peut dire, des spécialistes photo, tu vois. Donc, du coup, quand je fais un truc, c'est pas la peinture. Non, dis bon, ça va. Voilà. Mais ton travail a comment dire, a été diversifié, c'est enrichi. Bon, je ne vais pas dire enrichi parce que ton travail est riche depuis, mais je veux dire vraiment, je suis très en appréciation des différentes discipline que tu as, par exemple le travail que tu as fait avec la couture, comment on appelle ça, la broderie. Je trouve ça fantastique. Ah, merci. En fait, je ne me suis jamais moi-même défini comme photographe. Mais depuis tu te définis comme artiste visuel, voilà. J'ai jamais, mais après, bon. Bref, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. C'est comme ça que je fais maintenant. J'essaie de tourner le... Voilà. Il ne s'agit pas de moi. Ok, bon. Selon toi, Aude, je sais peut-être c'est une question qui peut te gêner ou te déranger toi, mais j'aimerais vraiment que tu répondes à ça parce que je crois au Cameroun on a besoin de ça, d'avoir ces regards qui ont connu l'intérieur et ensuite de manière objective peuvent s'exprimer sur quelque chose. Quelle appréciation aujourd'hui tu poses sur ce qui se fait au pays? Je savais que la question allait. Oui, je suis désolé. Tu sais, moi-même, je la trouve un peu conne cette question. Peut-être j'aurais dû, comment je vais appeler ça, la formuler autrement. Non, mais de manière sincère, c'est voilà, c'est parce que toi, tu as une vraie expérience du Cameroun, mais vraiment quoi. J'ai grandi là-bas. Je suis partie, j'avais 28 ans. Très bien. Donc, aujourd'hui, tu as eu cette formation à l'occidental. Ça t'a permis de mixer les deux, voilà, et d'avoir un regard peut-être encore plus aiguisé qu'il y a quelques années quand tu partais du pays. Donc, je pense que c'est important pour nous qui sommes là d'avoir aussi ce retour-là de manière générale quoi, sur ce qui se fait, sur comment ça se fait et quelles peuvent être les projections en tout cas. Oh, je sais que ça va blesser. Mais je vais parler de façon, comment on dit, en parabole. Faisons ça. Je vais peut-être commencer avec ce que j'ai dit à la fin. Je crois que l'écoute, le mot anglais c'est listening. Yes. L'écoute c'est très important. L'écoute c'est aller au-delà de entendre, tu vois. Et je crois qu'il y a un manque d'écoute. C'est comme ça que je définirais la scène artistique. Il y a un manque d'écoute. Écoute de soi d'abord. Qu'est-ce que j'entends par écoute de soi? C'est que quand tu regardes la scène artistique aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a un partage de formes, de symboles, de couleurs. Dans le sens, je ne vais pas utiliser le mot tricherie, mais tu vois, on va regarder de l'autre côté, qu'est-ce qui marche là-bas. Comme ça marche là-bas, je vais intégrer ça dans mon travail. Les gens ne vont pas chercher à l'intérieur pour savoir qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je trouve le travail de Jean David et son travail a la valeur qu'elle a aujourd'hui parce que ça vient de l'intérieur. C'est quelqu'un qui a creusé pour proposer quelque chose qui est singulier parce que c'est lui, c'est la traduction de sa personnalité, de son histoire. Donc, vraiment, il y a un manque d'écoute de soi. Il y a aussi un manque d'écoute de l'autre. C'est pourquoi est-ce que je vais copier l'autre, ce que l'autre fait? Comment est-ce que ça fait sens? Mais c'est aussi comment écouter ce que les gens disent à propos de ton travail. Moi, j'ai quitté le Cameroun, mais je l'ai dit tout à l'heure, je suis encore présente. Et j'ai toujours dit à tout le monde que je rencontre, je suis là. C'est vrai, je n'ai pas le temps tout le temps, mais quand j'ai une petite minute,
Je vais te donner mon point de vue sur ton travail, peu importe le temps que ça va prendre. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ça? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais de ça? Parce que les gens veulent qu'on leur dise, on vient lécher les oreilles, comme les gens disent, on te caresse dans le sens du poil. Tu me demandes mon avis parce que tu veux que je te dise que c'est beau. Et quand je te dis ce que je pense et qui ne t'arrange pas, je deviens l'ennemi. C'est OK. Mais je crois que si on n'écoute pas, on a beaucoup de manque à gagner. Donc pour moi, la scène artistique aujourd'hui, c'est vraiment... Beaucoup de gens font... C'est monotone. On peut mettre le vert ici, le rouge là-bas. Pour moi, c'est la même chose. Et je ne comprends pas pourquoi, avec tout le potentiel que notre environnement nous donne, c'est pas qu'on dit qu'il faut faire l'art comme l'occidental. C'est que je n'arrive pas peut-être, par exemple, à comprendre pourquoi il n'y a pas des artistes camerounais qui travaillent sur le son. Ils vont le son au Cameroun. Imagine quand tu vas au marché. Imagine la richesse de ce son. Pourquoi il n'y a pas d'artistes qui travaillent dessus? Qu'est-ce que ça te coûte d'acheter un enregistreur? Pourquoi est-ce que c'est la peinture qu'on regarde? L'autre critique que j'ai, c'est par rapport à la peinture, c'est que les gens ne sont pas critiques de leur propre scène artistique. Je comprends, il faut qu'on mange. Mais en analysant, c'est un peu selfish, mais en analysant mon parcours ou en regardant ce que je vois que les autres, les gens, David, les toits, comme ça, ont fait, je me dis que tout vient toujours de l'intérieur. Si tu as la passion et tu crois en ce que tu fais, les possibilités, les portes vont s'ouvrir. Tout à fait. Ne soyons pas affamés en vendant notre âme. Parce que franchement, moi je dis que les gens vendent leur âme. Je le dis parce que je suis pas... Il faut avoir des galeries, mais il faut savoir avec qui, quelle galerie, qu'est-ce qu'on me propose, tu vois. Donc, j'ai l'impression que les gens ne se demandent pas aussi qu'est-ce qu'on propose à l'extérieur. Il faut savoir qui sont les gens qui achètent nos œuvres. Pourquoi ne pas penser à proposer des choses que nous aussi on pourrait acheter, tu vois, au Cameroun. Oui. Je disais à, je ne sais plus à quel artiste, tu peux faire une grosse œuvre, bien sûr ça peut aller, mais il faut aussi penser aux espaces du Cameroun. C'est ça. Quand dans 50 ans, 60 ans, on va demander qui était-elle, on ne peut même pas retrouver une de ces œuvres au Cameroun. Comment est-ce que, alors qu'on parle de repatriation, des œuvres traditionnelles africaines, au lieu de penser le retour, nous on pense encore, même dans le contemporain, à envoyer. Donc, si cette œuvre qui a, je ne sais pas moi, 40 cm fois 40 cm coûte, disons, 5 000, pourquoi tu ne penses pas faire une œuvre de 1 cm qui peut coûter... Donc, ça veut dire qu'on est toujours dans la même échelle. Ce n'est pas que tu te revends moins cher, c'est que parce que l'œuvre est petite, elle va coûter peut-être moins cher. Donc, il faut penser aussi les formes que les gens... Parce qu'il faut penser au patrimoine. Qu'est-ce qu'on laisse? Comment est-ce qu'on développe aussi un marché intérieur, à l'intérieur de chez nous? Et il faut vraiment pousser les gens à aller au-delà de la peine. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent rester sur la toile. Est-ce que c'est de la faute des écoles qu'on a, les instituts des beaux-arts? Est-ce que c'est... Quelqu'un me disait avant-hier que ce sont les instituts des beaux-arts, mais je dis qu'il ne faut pas tout le temps accuser Moi-même, je viens de l'université, non. J'ai eu un regard critique, et parce que mon regard critique, j'essaie de proposer autre chose dans ce que je fais. Regarde le Nigeria. Regarde la scène nigérienne. Ils vont dans les académies. Mais je suis allée l'année dernière au Nigeria. Tu vas dans tel artiste, dans tel atelier, quelqu'un te propose quelque chose de différent. Tu vois dans l'autre, c'est complètement différent. Et c'est cette dynamique-là qui permet aux gens vraiment de... C'est pas... Parce qu'à un moment, tu vas dans tel doigt là, comment ça te dit, franchement. Et aussi... il y a quelque chose de très stéréotype sur les sujets, c'est vraiment les sujets africains. Franchement, arrêtons. Arrêtons avec ça. Je ne vais pas citer des thèmes, mais vraiment, arrêtons de faire les Africains, tu vois. Parlons de nos contemporains. Pourquoi les gens ne parlent pas de la crise anglophone? Et je vais finir avec ça, qui est
c'est pas seulement au Cameroun, mais ça se passe en Afrique aujourd'hui. C'est la représentation des corps noirs. Oui. Les gens ne savent pas qu'à l'extérieur, il y a toute une discussion autour du blackface. Qu'est-ce que ça signifie pour un Africain? Parce que ça, c'est une forme qui est née dans les années 70 de la part des artistes afro-américains sur des questions de racisme. Toi, au Cameroun, en quoi... Qui utilise cette forme? Peut-être tu es concerné, nous sommes concernés bien sûr, mais en quel... comment dire? Voilà. L'enjeu n'est pas le même. Voilà, c'est pas le même. Est-ce que le corps noir, il a un sens dans ta pratique au Cameroun? C'est là que tu te rends compte que les gens ne font pas les recherches. C'est juste vraiment les réseaux sociaux. J'ai vu là-bas, c'est tout l'esthétique. Il n'y a pas de recherche, rien, il n'y a pas de lecture du pourquoi la représentation du corps noir. Ouais, c'est des questions à vraiment se poser et c'est pourquoi je pense que il serait bien que toi, que quand tu arrives justement, par exemple la dernière fois que tu étais là pour la curation du duo de photographes Zachary Nyogué et Chantal Eddy, que tu trouves du temps pour parler de ça, des fois à ces jeunes-là. Je suis en train de penser à organiser des choses pour l'année prochaine. Super. Dans ce sens-là. Okay. Ouais. Je n'en demande pas plus. J'attends la belle surprise. Bah, écoute, Aude, je vais terminer juste sur une question. Oui. S'il y a des choses que tu aurais aimé dire et que je n'ai pas posées ou qu'on n'a pas dit dans tout ce qui s'est dit plus haut, c'est le moment. Et même encore un coup de gueule. Ah. Un coup de gueule. Ok. Bon, mon coup de gueule. C'est bien comme tu as cité l'exposition de Chantal et Zachary. Ouais. Mon coup de gueule, c'est aussi une invitation. Je suis là, Aude Christelle est là, ouverte à lire les portfolios. Même si je prends un mois, je suis là, je suis ouverte à le faire. Et c'est pas... Bon, je ne vais pas seulement jeter la faute aux artistes. Je veux aussi parler des institutions. Wow. Quel est le travail qu'on fait? Comment est-ce qu'on contribue à ce que la scène soit dynamique et qu'on pousse les artistes aussi à faire autre chose? Mais c'est aussi comment est-ce qu'on encourage les artistes. Souvent, c'est pas tellement la faute aux artistes s'ils cherchent, ils s'occupent seulement à manger. L'une des décisions que j'avais prises, que j'ai citées, c'est de faire par exemple des catalogues pour chaque exposition. Oui. Et je crois que ce serait important que les institutions pensent à ça. Mais c'est aussi à penser à ne plus exploiter les artistes. Donc ça, c'est mon coup de gueule. Je crois qu'il y a beaucoup d'exploitation des artistes sur la scène artistique camerounaise. Je parle du Cameroun. Je suis sûre que ça arrive dans beaucoup de pays, aussi ailleurs, partout. Mais franchement, je crois qu'il y a urgence à penser à définir notre scène artistique. Et ce n'est pas quelqu'un à l'extérieur qui viendra faire ça. Pourquoi on est encore en 2022 et on va décider de faire une exposition? Demander à l'artiste de venir avec son œuvre, ne pas supporter son transport, n'avoir pas participé à la production de son œuvre, vendre l'œuvre et prendre un pourcentage énorme dans la vente. Franchement, je crois que c'est inhumain. Il faut qu'on pense vraiment en réalité des artistes qui sont des personnes qui doivent vivre. Il faudrait qu'on développe des formes qui permettent aux gens de s'en sortir et qui permettent quand même aux gens de compenser l'effort qu'ils font. Comment est-ce qu'on... Je ne dis pas qu'il faut payer 150, 500 € aux artistes, mais localement, quelle peut être la contribution de la participation d'un artiste à une exposition, même s'il ne vend pas une œuvre, si c'est un mois, ce sont des choses auxquelles je pense et que je veux développer. Bref, je veux commencer à organiser un certain nombre de rencontres pour qu'on tende à ça, à quand même formaliser un certain nombre de choses, structurer pour que les artistes quand même... Il faudrait que... Oui, il faudrait qu'il y ait un minimum. Il faut qu'on soit exigeant. Parce que les artistes ne sont pas exigeants. On dit, OK, qu'est-ce que tu gagnes? Ce que tu gagnes, c'est que ton travail sera montré. Après quoi?
visibilité. Après quoi? Ça ne me donne pas le pain le matin pour manger. Voilà, ce sont des êtres humains, mais c'est vraiment ça mon coup de gueule. C'est qu'il faut arrêter. Et souvent, c'est même des gens qui connaissent. Très souvent. C'est toujours les gens qui connaissent. Ailleurs, ils ne feront pas ça. Donc, je crois que c'est aussi l'une des raisons qui fait que je ne fais pas d'exposition tout le temps, parce que je veux vraiment que les choses se passent dans des conditions quand même éthiques, tu vois. Donc, c'est ça mon coup de gueule. Bah écoute, merci. Merci beaucoup. Cet épisode vous a été offert par Yamaro Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pose d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gamou. Réalisation, Yvon Gassam. La pose d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.